Au sommaire, les explications de Baye Modou Fall alias Boy Guinée sur son évasion chez nos confrères d'e-radio. Le fugitif confirme qu'il est toujours sur le territoire sénégalais et assure qu'il se présentera au tribunal le jour de son procès. Quant à sa famille, elle désapprouve son acte. Vous entendrez une de ses sœurs dans ce journal. Procès du journaliste Pape Ndiaye devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le procureur requiert 1 an de prison ferme. Achat d'un nouvel avion de commandement, les députés Serigne Abdoubara Doli Mbaké et Cheikh Bamba Dièye déposent 2 questions écrites sur la table du président de l'Assemblée nationale. Ils dénoncent une duperie. Des milliers de tonnes de noix d'anacarde bloquées au port de Ziguinchor, faute de bateaux. Les acteurs de la filière ont manifesté ce matin. Et puis, regroupement familial en France, les demandeurs sénégalais exigent plus de célérité dans le traitement de leurs dossiers et l'octroi de visa. Enfin, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la hausse des prix de plusieurs denrées de première nécessité et de grande consommation. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. Baye Modou Fall alias Boy Guinée s'est donc exprimé sur les ondes de nos confrères d'e-radio ce matin. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il s'est évadé. Il a confirmé qu'il se trouvait sur le territoire national et qu'il se présenterait devant tout tribunal qui daignerait enrôler son dossier qui a tardé à être traité selon lui. Nous revenons sur cette évasion, sur l'historique des évasions de Boy Guinée et des suites administratives et judiciaires auxquelles elles ont donné lieu. On apprend que c'est aujourd'hui que la première phase de l'enquête sur l'évasion prend fin, l'enquête administrative. Plus de détails avec Mohamed Ali Mouba. Selon des sources anonymes, le dossier Boy Guinée fait l'objet d'un traitement spécial. L'enquête avance à grands pas, même si l'on refuse de se pencher outre mesure sur les recherches de l'as de l'évasion. L'enquête est confiée à la sûreté urbaine de Dakar et les auditions des matons en faction ce jour-là vont démarrer incessamment. Mais déjà, la partie administrative de l'enquête est en passe d'être pliée. Le dossier devrait être bouclé aujourd'hui et envoyé au ministère de tutelle et à la direction de l'administration pénitentiaire. Celle-ci devrait analyser les éventuelles failles et prendre s'il le faut les sanctions nécessaires en la matière. Et à ce niveau, les sanctions peuvent aller de l'arrêt de rigueur à l'arrêt simple et les agents incriminés peuvent être envoyés devant le conseil d'enquête si les fautes s'avèrent graves. Boy Guinée s'est évadé 12 fois. La dernière évasion remonte à 2006. C'était à la prison de Diourbel. Il est resté en cavale 5 mois durant, 5 mois de liberté vraisemblablement passé entre la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone avant d'être rattrapé par la police à la frontière et acheminé à Dakar. Vous entendrez au cours de ce journal la réaction de la famille de Baye Modou Fall alias Boy Guinée, famille qui désapprouve son évasion. Vous entendrez donc Mariam Fall dans un instant. En attendant, allons au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, devant le tribunal des flagrants délits où se déroule le procès du journaliste Pape Ndiaye. Nous sommes en direct avec Salimata Aou. Salimata Aou, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, où en est-on de ce procès? Souleymane, l'audience se poursuit et comme vous l'avez si bien dit, le parquet requiert 1 an de prise de ferme contre Pape Ndiaye, le journaliste à Walf TV. Et le parquet aussi l'a déclaré coupable du fait d'escroquerie. Alors Souleymane, Pape Ndiaye, de son vrai nom, s'est présenté devant la présidente du juge du tribunal des flagrants délits. Tout de blanc vêtu, le journaliste chroniqueur judiciaire à Walf a nié les faits d'escroquerie. Il continue de soutenir que l'argent demandé à Ndeye Awa Ndir, Pape Demba Diop et Mohamedou Lamine Beng est un prêt et il n'a jamais fait la promesse de libérer qui que ce soit. Des messages ont été lus devant l'assistance, des messages où la plaignante Ndeye Awa Ndir demandait à Pape Ndiaye de lui rendre son argent, sans quoi elle va saisir la justice. Alors, le présentateur de l'émission Balance a déclaré que 2 personnes sont derrière son arrestation. Il a cité le commissaire Bara Sangaré et le procureur Serigne Bassirou Gueye. Et en répondant aux questions de ses avocats,
Pape Ndiaye a dit que le premier nommé ne digère toujours pas la manière dont il a traité dans son émission l'incident entre le commissaire Sangaré et le pharmacien Cheikhouna Gaye. Et Souleymane, lorsque Pape Ndiaye a voulu s'épancher sur ce qu'il qualifiait de différent avec le procureur de la République, la présidente du tribunal a prononcé un niet catégorique. Devant la barre, le témoin Pape Maguette Gueye affirme qu'il a fait les présentations entre Pape Ndiaye et Ndeye Awa Ndir. Et pour le moment, ces témoignages n'ont pas été en faveur du prévenu. Et pour finir, l'audience se poursuit. Souleymane, le parquet aussi a brandi des échanges WhatsApp où Pape Ndiaye a envoyé le numéro du juge Souleymane Teliko pour s'appuyer sur le délit de tentative de discrédit sur les institutions. Le procès suit son cours, mais Pape Ndiaye a aussi révélé un élément en disant que pendant l'enquête, on lui a posé des questions à savoir pourquoi défendez-vous tant Ousmane Sonko. Nous y sommes, Souleymane. Si vous n'avez pas d'autres questions, on suit pour vous l'audience du journaliste Pape Ndiaye. Merci Salimata Aou pour ce compte-rendu détaillé. Nous vous retrouverons lors de nos prochaines éditions. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous allons maintenant à Ziguinchor. Je vous le disais tout à l'heure, des dizaines de milliers de tonnes de noix d'anacarde sont bloquées au port de Ziguinchor, faute de bateaux. Les acteurs de la filière anacarde ont donc manifesté ce matin, ont organisé un sit-in sur le site du port pour dénoncer cette situation, d'autant plus que l'hivernage pointe le bout de son nez. Je vous propose d'entendre leur porte-parole du jour, Demba Diémé, au micro de Lamine Ba. Depuis 2 à 3 semaines, nous sommes en train d'acheter, les magasins sont pleins, mais le constat qu'on a fait, il n'y a pas de bateau. Cette situation est en train de créer un désagrément total en ce qui concerne la commercialisation des noix d'anacarde. Aujourd'hui, le problème que nous avons est ce problème qui consiste d'évacuer les noix d'anacarde à partir de Ziguinchor pour Dakar, afin que nous libérons les magasins et que les exportateurs continuent à acheter les noix. Les producteurs souffrent à cause de ce phénomène. Aujourd'hui, le prix a chuté. Vous savez pourquoi? C'est à cause de cette situation-là. Nous sommes à 2 doigts de l'hivernage. Imaginez-vous aujourd'hui, aucune noix n'est exportée vers Dakar à cause de ce blocus-là. On a constaté que le bateau est géré par le Kosama. Ce que nous décrions d'abord, c'est pas normal qu'une seule société prend le monopole du transport. Nous voulons automatiquement que les autorités s'attellent autour de cette question, qu'ils libéralisent aujourd'hui le transport maritime. Oui. Il y a d'autres Sénégalais dignes du nom qui sont prêts à amener des navires. Ces gens-là, ils n'ont qu'à le faire pour sauver la filière anacarde, mais pour sauver nos parents producteurs qui sont en fin fond. Nous interpellons la Chambre de commerce, nous interpellons l'ANAM. Ce sont les acteurs et les autorités principales de cette affaire. Aujourd'hui, ils sont responsables de ce blocage. Les Sénégalais demandeurs de regroupement familial en France interpellent les autorités consulaires françaises au Sénégal. Ils demandent une diligence dans l'obtention de visas afin de rejoindre leur famille. Une lettre de protestation sera remise aujourd'hui au consul général de France. Ces demandeurs de regroupement familial en France ont tenu un point de presse ce matin. Écoutons leur porte-parole, Mamadou Ndoye, au téléphone avec El Hadji Ndiogou Diène. Nous sommes face à une situation que nous vivons depuis quelques années, depuis 2019 je peux dire, avec la Covid. C'est des Sénégalais qui ont fait des demandes de regroupement familial avec leurs familles qui sont basées un peu en France et qui sont là au Sénégal bloqués, qui ne peuvent pas avoir d'informations au niveau du consulat de France par rapport à leur dossier. Il y en a qui ont déposé depuis 2019, il y en a qui ont déposé en 2020 et il y en a qui ont déposé aussi en 2021, mais il n'y a toujours pas de réponse de la part du consulat de France au niveau du Sénégal. Mais également, essayer de pousser le consul général à porter des réponses aux demandes de visa, parce qu'il y a des familles vraiment qui commencent à se décimer, il y a des familles qui commencent à se déchirer, il y a des pères de famille qui n'arrivent pas à voir leur famille depuis des années. En fait, nous avons déjà lancé une pétition sur le net que nous avons tirée sous forme de document avec une lettre de protestation que nous allons adresser au consul aujourd'hui même. Et il y a une centaine de personnes quand même qui ont signé cette pétition. Il est 12h10. Il n'est plus possible d'inhumer dignement les morts au cimetière musulman du département de Pikine.
La raison, c'est que le cimetière est rempli au point que les fossoyeurs seraient obligés d'ouvrir des tombes déjà existantes pour y enterrer d'autres personnes décédées. Une situation jugée inacceptable par le collectif Samasouf, Yoku Sama Armel, qui exige l'extension du dit cimetière. Il propose un élargissement du site sur les 12 hectares disponibles derrière le cimetière. Le collectif était en conférence de presse ce dimanche. Il annonce même l'organisation d'une marche le 27 juin prochain. Ndongoka. Le collectif Samasouf Yoku Sama Armel tire à nouveau la sonnette d'alarme. Ses membres s'étonnent du niveau de saturation du cimetière musulman de Pékin. Daoud Gueye, chargé de la massification du collectif. Le cimetière de Pékin, créé en 1952 sur 4 hectares, est aujourd'hui plus que plein. Mais aujourd'hui, c'est en train de se transformer en fosse commune. Et un cimetière qui doit être un lieu de repos de nos disparus, mais qui se transforme en zone de tension. Et aujourd'hui, on est en train de superposer des cadavres, ce qui n'est pas du tout élégant. Devant une telle situation, le collectif revient à la charge. Il exige l'extension du cimetière. Il y a ici 12 hectares dont des parcelles sont occupées illégalement et que donc l'État doit rétablir la légalité en reprenant ces 12 hectares-là pour qu'on puisse y procéder à l'extension du cimetière. Les autorités, semble-t-il, ont proposé d'aménager un nouveau cimetière dans la forêt classée de Mbao, mais le collectif rejette cette proposition. Nous n'allons pas accepter que la forêt de Mbao soit agressée une énième fois en déclenchant 10 hectares pour des cimetières. Les membres du collectif ne comptent pas rester inactifs. Ils prévoient une manifestation pour la cause. Annoncer la grande marche du 27 juin qui prendra départ de Pékin et on va encore une fois appeler les Pékinois de façon encore plus massive pour faire entendre notre voix. Daoud Gueye et ses camarades estiment que Pékin mérite un cimetière moderne. L'extension du cimetière pour avoir assez d'espace, une entrée principale avec un grand parking soit ouvert sur la route du Précole, mais également qu'on y aménage une morgue et aussi un bloc administratif pour dématérialiser le fichier des inhumations. Le collectif affiche toute sa détermination pour quel qu'en soit le prix, obtenir gain de cause. Nongaka Pékin, Radio Futur Média. Nongaka, précisons que presque la moitié des 12 hectares réclamés par le collectif Samasouf Yoku Sama Armel serait occupé, un bradage déploré par le chargé de la massification du dit collectif qui invite les services de l'État à intervenir pour permettre l'extension du cimetière de Pékin. Daouda Gueye, que nous écoutons au micro de Ndongoka. On parle de 12 hectares 700, mais aujourd'hui, il y a déjà 1 hectare pour 1 qui en ont été défalqués. Entre les 2818 hectares qui ont été donc prêtés par la municipalité au député maire de Kersamba Kand Ibrahim Khalil Fall, qui l'avait donc sollicité pour faire la fête de l'agriculture. Mais après, il s'est arrangé avec les services des impôts et domaines pour avoir un bail et il construit ce hangar-là sur 2818 mètres carrés. Pendant ce temps, les Pékinois n'ont plus inhumé leurs disparus. Ensuite, il reste sur les 1 hectare pour 1 qui ont été pris, c'est 12 hectares pour 7, 8182 mètres carrés et qui correspondent aux 46 maisons qui sont à l'intérieur. Si vous entrez, vous allez les voir, ce qu'on appelle quartier pour le foot. Et la DESCOS a eu à faire de nombreuses interventions. On atteste les arrêts DESCOS sur les murs. Ça continue malgré ces interventions. Il y a également le préfet du département de Pékin qui, en tout cas, est à un niveau d'information tel qu'on ne peut pas penser qu'il ignore ce qui se passe de scandaleux sur ce titre foncier DP50. Aujourd'hui, en dehors de cela, il y a des parcelles, n'est-ce pas, donc, sur lesquelles on a mis la main illégalement, mais qui n'ont pas été construites. Je veux parler de 2 hectares, n'est-ce pas, donc, qui sont illégalement prises par un dénommé Cheikh Oussal. Plus nous avançons dans nos investigations, plus nous nous rendons compte à quel point effectivement la prédation, ou en tout cas le tong-tong de ce foncier-là est grave et donc scandaleux. C'est la raison pour laquelle nous disons aux autorités que effectivement ces parcelles de terre qui ont été prises illégalement, ça soit restitué aux Pékinois pour qu'on puisse y procéder à l'extension du cimetière. Allons à présent à Niaykhai, ce village très enclavé de la commune de Yen qui souffre d'un manque criant d'infrastructures sociales de base. Les femmes se rabattent sur l'unique puits du village et le manque d'électricité plonge la localité dans une insécurité totale. En rassemblement sur la place publique, les habitants de Niaykhai menacent de boycotter les élections à venir. Reportage Abdou Diouf Diagne. Niaykhai, une piste étroite et sablonneuse mène à ce village de la commune de Yen. À l'entrée, un château d'eau qui a cessé de fonctionner depuis longtemps. Les femmes se rabattent sur un puits qui a du mal à abreuver population et bétail. Une situation très pénible selon Adam Sall. Le forage depuis combien d'années, ça ne fonctionne pas. Le puits là, en puisant de l'eau, on est fatigué des fois. Pour même avoir des bacs pour puiser, c'est des problèmes. Des fois, c'est nous-mêmes qui cotisons pour pouvoir puiser. Vraiment, ça ne va pas quoi. L'eau même n'est pas potable. On peut même dire que nous sommes en danger quoi. Parce que regardez, vous-même, vous avez vu. À cette insuffisance d'approvisionnement en eau s'ajoute un déficit d'éclairage et d'infrastructures sociales de base. À Ronaka,
est le secrétaire général de l'association des jeunes de Niayes. Le village n'est pas électrifié alors qu'une agence de l'électrification rurale est venue installer des poteaux pour rallier la centrale électrique. Ces derniers ont traversé nos champs et nos pâturages sans effet induit ni l'électrification de notre village. Nous demandons à ce niveau l'arbitrage et l'intervention du directeur général de l'ASER, Babo Diallo. La spoliation foncière est aussi décriée par les habitants de ce village à majorité peul, créé en 1958. Ils menacent de boycotter les élections à venir si des solutions ne sont pas apportées à leurs nombreux problèmes. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, partout, tout le temps. Tournée socio-économique du chef de l'État, le président Macky Sall se trouve dans l'est du pays, entre Tambacounda et Kédougou aujourd'hui. Lors de l'étape de Kaffrine, le président Macky Sall a demandé aux responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de taire leur querelle pour les candidatures au poste de maire ou de président de conseil départemental. Il leur a dit que le dernier mot lui revient et il choisira le moment venu. Alors, le choix du leader de l'APR, les choix seront-ils acceptés par les responsables? N'y a-t-il pas de risque d'implosion et de dissension au sein de la mouvance présidentielle? Koumba Sandiane Faye, Koumba Sandiane Faye que nous allons retrouver dans un instant. Nous allons essayer de poursuivre ce journal en allant à Ourossogui avec Ali Bandelnian. Les Jakartamens ruminent leur colère sur une liste de plus de 150 jeunes. Seuls 5 ont pu bénéficier des fonds alloués par le chef de l'État. Une grande déception exprimée lors d'une réunion, d'un rassemblement à la place publique de la ville. Matam Ali Bandelnian. Ce sont des jeunes surpris et déçus qui se sont retrouvés pour exprimer leur colère. Les Jakartamans de la ville de Ourossogui ne se sont pas retrouvés dans cette enveloppe dédiée à la région de Matam. Selon eux, seuls 5 jeunes ont bénéficié de ces fonds à la place de la grande masse. Ils peinent même à trouver un interlocuteur. Seydou Kassé, leur porte-parole. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour clamer notre dû. Nous, taxis Jakartaman, on vit une situation qui est une véritable calvaire dans notre propre région. Nous avons été souvent bannis, voire même irrespectés, vu la situation dont nous traversons en ce moment précis. Avec le don de la nourriture, nous, taximans, nous n'avons rien vu. Et pourtant, on est tous victimes de la Covid-19 ici dans la région. Donc, on a pris l'initiative de se rencontrer ici pour y voir beaucoup plus clair, avoir un consensus là-dessus pour pouvoir vraiment clamer ce qui nous revient de droit. Plus de 150 Jakarta inscrits, à peu près il n'y a que 5 qui ont eu. Et ça, c'est inadmissible. Ici, personne n'a reçu. Tout le monde s'est inscrit ici, depuis le temps des récépissés. À rappeler que dans le cadre des fonds d'aide et d'appui aux Jakartaman inscrits dans la circulaire du ministère des Transports, seuls 589 Jakartaman ont été recensés pour le compte de la région de Matam. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Et nous reparlons de cette mise au point du président Macky Sall qui a demandé aux responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de taire leur querelle à Kaffrine pour les postes de maire et de président de conseil départemental. Il leur a rappelé que le dernier mot lui revenait et qu'il choisirait le moment venu. Alors, les choix du leader de l'APR seront-ils acceptés par les responsables? N'y a-t-il pas de risque d'implosion et de dissension au sein de la mouvance présidentielle? Koumba Sandiane Faye a donné la parole à des analystes politiques. Propos du chef de l'État tenu à Kaffrine, mais dans un contexte assez particulier. Si l'on sait que le torchon brûle déjà entre les responsables de sa coalition, Hassan Somb et Mamadou Sy Albert sont des analystes politiques. Il y a un peu de bisbille au niveau de Benno Bokk Yakaar de la localité entre le maire Abdoulaye Wilane du Parti socialiste et le ministre Abdoulaye Sow. Les relations ne sont pas au beau fixe, donc ce qui fait que Wilane ne cesse depuis quelque temps de multiplier les sorties. Également l'Alliance des forces de progrès dans cette zone et d'autres alliés qui sont présents dans ce département. Donc le président sait que ça va être difficile. Il sait que également les tiraillements entre l'APR et ses alliés, ça peut être un coup fatal pour la coalition Benno. Selon Hassan Samb, ce que le président a voulu dire, c'est en cas d'absence de consensus pour choisir qui mettre à la tête de la liste de Benno, le dernier mot lui revient. Le chef de la coalition, sur la base
de propositions qui sont faites ou simplement d'arbitrage opéré. Parce que les gens s'entendent rarement sur les positions d'un tel sur les listes. Véritablement, il faudra procéder à des choix. Et c'est peut-être ce qu'il a voulu dire. Mamoudou Albert, lui, l'appelle à la prudence. Une telle posture pourrait mal être interprétée par la base. Avant tout, il s'agit d'élections locales. D'être sanctionné par la base, si jamais les gens comprennent que le président, ce qu'il a voulu dire, que c'est lui qui va décider seul à la place des responsables politiques, à la place des populations, ça c'est un risque. Il faut plus de prudence à mon avis. Kaffrine, comme partout, d'ailleurs, ça ne sera pas facile pour le chef de la coalition de taire les querelles et rivalités entre responsables de Benno ou encore même de son propre parti. Soutient-il? Il signale que l'enjeu est tout autre. Les issues des locales vont déterminer l'avenir des partis politiques pour la présidentielle. Avant de refermer cette première partie du journal, revenons sur l'évasion de Baye Modou Fall alias Boy Djiné qui s'est exprimé ce matin sur les ondes de notre confrère e-radio pour expliquer les raisons de son évasion. Mais je vous le disais, sa famille désapprouve son acte. Je vous propose d'entendre sa sœur Mariam Fall, jointe tout à l'heure par Mamas Toukane. On est tous déçus. Quand il était dans la prison, on avait espoir qu'il va sortir avec la tête haute et nous revenir sains et saufs. Depuis lors, je n'ai eu aucune information sur lui. Tout le monde sait qu'il est dans ses droits car ses dossiers ont été évacués un à un. C'est très dur pour nous. Je demande qu'une chose, si ce dossier est politisé, qu'ils nous le disent ou qu'ils fassent un autre procès afin qu'il soit jugé à nouveau, car on a besoin de lui. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter présenté aujourd'hui par Nafissatou Silla. Bonjour. Bonjour Soleiman. Le Mali suspendu de toutes les instances de la CEDEAO, une porte davantage ouverte aux djihadistes. Le Mali suspendu de la CEDEAO, en effet, pourrait connaître une phase beaucoup plus sombre de son histoire, selon le politologue Yorodia, interpellé sur la question. Cet embargo risque d'être favorable aux djihadistes. Pour lui, la CEDEAO, qui exige la tenue imminente d'élections, doit accompagner encore plus le Mali et s'assurer que l'Afrique de l'Ouest ne soit pas en proie au coup d'État devenu récurrent ces dernières années. Yorodia, que nous écoutons. RFM Sport. Yorodia, que nous écoutons. Yorodia, que nous allons retrouver dans... tout à l'heure, voilà, on va au Tchad, l'armée centrafricaine qui accuse le Tchad de crimes de guerre. L'armée centrafricaine aurait tué 6 soldats, dont 5 enlevés, ensuite exécutés. Les détails avec Anna Rocha. N'Djamena qualifie les faits de crimes de guerre et met en garde. Ce crime ne restera pas impuni. Selon le chef de la diplomatie tchadienne, 5 des 6 soldats tués auraient été enlevés et exécutés lors de l'attaque d'un poste frontalier en territoire tchadien. Il s'agit du poste de Sourou, situé au sud du Tchad, gardé par 12 militaires au moment de l'attaque à l'aube. Selon un haut responsable des services de sécurité tchadiens, les forces armées centrafricaines, communément appelées FACA, poursuivaient des combattants de l'unité pour la paix en Centrafrique. Un des groupes armés, membre de la coalition contre le président Faustin Archange Touadéra. N'Djamena interpelle la communauté internationale, mais depuis, la Centrafrique n'a toujours pas réagi à ces accusations. Après un petit souci technique, revenons sur le Mali qui est suspendu de toutes les instances de la CEDEAO, une porte davantage ouverte aux djihadistes. Le Mali qui pourrait encore connaître une phase beaucoup plus sombre de son histoire, selon le politologue Yorodia, interpellé sur la question. Cet embargo risque d'être favorable aux djihadistes. Pour lui, la CEDEAO, qui exige la tenue imminente d'élections, doit accompagner encore plus le Mali et s'assurer que l'Afrique de l'Ouest ne soit pas en proie au coup d'État devenu récurrent ces dernières années. Yorodia, que nous écoutons. Je pense qu'il faut constater que deux choses. La CEDEAO constate le fait accompli et s'aligne sur de réalité.
Le Mali est déjà à terre après une crise politique, militaire qui dure depuis bientôt 2 ans. Faire un embargo sur le Mali, ça consiste tout simplement à faire effondrer le pays. Et si le pays s'effondre, les djihadistes viennent jusqu'à Bamako. Et la deuxième chose aussi, de façon beaucoup plus globale, et je pense que la démocratie va connaître un grand recul sur notre continent, et puis avec ce qui s'est passé au Tchad et ce qui vient de se passer au Mali, on en revient à la bonne vieille formule que le pouvoir est au bout du fusil. Et à mon avis, c'est ça la chose la plus inquiétante. Aujourd'hui, la légitimité ne va plus découler des élections, mais la légitimité, le pouvoir sera au bout du fusil. La politique de réalisme adoptée par la communauté internationale au Tchad a naturellement fortement influencé les militaires au Mali pour faire eux aussi le fait accompli. La question qu'il faut se poser, c'est demain, dans quel autre pays africain à qui le tour? Parce que depuis le sommet de la Baule, les processus de démocratisation, et puis quand la démocratie était en train de s'installer en Afrique, et puis on avait de moins en moins de coups d'État militaires, de plus en plus d'alternances démocratiques. Mais j'ai l'impression qu'on risque d'avoir aujourd'hui le phénomène inverse, parce que le pouvoir va être dorénavant au bout du fusil. Et aujourd'hui, la seule exigence que la CEDEAO peut faire, c'est exiger que le processus de transition arrive jusqu'à son terme et qu'il n'y ait pas de report. À date échue, que le Mali retrouve la normalité démocratique, que les Maliens puissent choisir librement un président démocratiquement élu. Parce que le Mali en a besoin. Comme je dis toujours, on ne sous-traite pas de la sécurité et aujourd'hui le Mali paye les conséquences de la sous-traitance de sa sécurité. Le reste de l'actualité, officiellement confrontée à une troisième vague de contamination au Covid-19, l'Afrique du Sud de nouveau sous de strictes restrictions sanitaires. Selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la proportion de tests de Covid-19 positifs a plus que doublé au cours de ce mois. Pour lui, de nouvelles restrictions sont nécessaires pour que les établissements de santé ne soient pas submergés et pour que des vies soient sauvées à temps. 4 provinces sud-africaines sur 9 sont touchées par cette troisième vague d'infection, parmi elles Johannesburg et Pretoria, les villes les plus peuplées d'Afrique du Sud. Merci Nafissatou Silla, il est 12h28. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans une dizaine de minutes, nous serons avec nos deux intervenants pour parler aujourd'hui de la hausse du prix de plusieurs denrées de première nécessité et de grande consommation. Ce sera dans Point de vue. RFM Sport. L'actualité des sports qui sera présentée par Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Et que nous commençons avec un anniversaire. C'était le 31 mai 2002, la première victoire du Sénégal en Coupe du Monde de football. Le Sénégal battait la France, tenante du titre à l'époque, 19 ans après. Les souvenirs sont vivaces dans la tête des acteurs, mais cette année, l'anniversaire de cette victoire est marqué par le rappel à Dieu de Pape Bouba Diop il y a quelques mois. Pape Bouba Diop qui avait inscrit le but du Sénégal en anniversaire. Donc, dans la tristesse, écoutons à ce propos Alassane Dour, ancien international sénégalais. Un vrai pincement au cœur. Pape Bouba était pratiquement l'un des plus vaillants, je vais dire, de ce match-là, du 31 mai, qui était le match d'ouverture de la Coupe du Monde en 2002. Et malheureusement, qui fut de ce monde. Donc c'est un coup assez triste. On va dire que c'est un anniversaire endeuillé. Voilà. Qu'on essaie de prier pour lui encore que la terre le salue. Oui, moment opportun pour lancer un message à nos jeunes frères qui sont en pleine préparation de cette qualification. Donc on les encourage et puis on essaie de leur transmettre toutes ces ondes positives et tous les conseils possibles pour pouvoir se qualifier, se mettre à l'abri très vite. Les Lions du Sénégal, justement, l'équipe nationale A du Sénégal qui s'entraîne à 17h aujourd'hui au stade Lat Dior de Thiès. C'est dans le cadre des matchs amicaux contre la Zambie le 5 juin et le Cap-Vert le 8 juin. La séance est ouverte à la presse.
Handball féminin, l'équipe nationale en regroupement à Thiès. Elle prépare la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se tenir au Cameroun. Séance d'entraînement ce matin au stadium Lat Dior de Thiès. L'équipe quitte le Sénégal dimanche prochain. Sambou Biagui, il est le responsable presse et communication à la Fédération sénégalaise de handball. Le groupe a commencé en tout cas à arriver depuis hier. Donc le stage se fera donc à Thiès et les entraînements au stade Lat Dior. Parmi le groupe déjà présent, il y a Amina Sankare, Dungu Kamara, Ndiolé Sen, Ndeye Sorna, Djenaba Si, Marifal, Aïssatou Dabo, Khadisek. Donc voilà un peu 8 joueuses donc, qui sont déjà présentes. Le reste du groupe, c'est-à-dire les 6 autres joueuses, sont attendues aujourd'hui donc pour compléter le groupe. Le Sénégal sera là-bas jusqu'au 5 samedi et c'est samedi véritablement dans la soirée que l'équipe nationale va quitter donc Dakar pour rejoindre Yaoundé au Cameroun. Cette compétition, comme vous le savez, le Sénégal est vice-champion d'Afrique au Congo-Brazza lors de la dernière CAN en 2018. Le Sénégal était également au championnat du monde pour représenter l'Afrique, le deuxième pays qui a représenté donc l'Afrique parce qu'il y avait 3 pays qui représentaient donc l'Afrique à cette Coupe du Monde au Japon. Alors, cette Coupe du Monde à venir, l'Afrique sera représentée par 5 équipes, donc il a été augmenté 2, et cela grâce aux performances en tout cas de l'Angola et du Sénégal. Donc cette Coupe d'Afrique, le Sénégal qui est donc vice-champion, va à cette compétition véritablement pour d'abord essayer de remporter le trophée et également décrocher sa qualification pour les championnats du monde à venir. La CAN de handball est prévue, Souleymane, du 8 au 18 juin. Le Sénégal est dans le groupe A avec la Tunisie, la Guinée et Madagascar. La lutte à présent, drapeau du chef de l'État après la compétition, l'heure est au bilan. Bilan satisfaisant selon le président du CRG de Kaolack qui a accueilli l'édition de cette année. Mamkor Faye, c'est son nom. Le bilan est largement satisfaisant. Pour la première fois, à l'occasion du drapeau du chef de l'État, un ministre des Sports est venu et à l'ouverture et à la clôture. L'événement a drainé énormément de monde de tous les 4 coins du Sénégal. Avec la qualification de Diourbel, nous avons été envahis par tout Diourbel. Il y a eu beaucoup de monde. Les populations sont venues massivement assister à la manifestation et c'est ce que nous attendions. Ça a été véritablement une fête. Nous avons toujours dit que le drapeau de chef de l'État, qui est l'événement phare du CNG, devait être une fête. Et nous en avons fait une fête. Cela, nous l'avons réussi grâce à la mobilisation de moyens dégagés par le CNG, qui a pris en charge tout ce qui a trait aux délégations, mais également aux récompenses. Le comité régional d'organisation, présidé par M. le gouverneur, a développé des stratégies de recherche des moyens qui lui ont permis de prendre en charge tout ce qui a trait à l'organisation interne de la manifestation. Et ce résultat-là que nous avons est plus ou moins l'aboutissement des efforts des uns et des autres. Et rappelez, Souleymane, que c'est Diourbel qui a remporté l'édition de cette année. Félicitations donc à la région de Diourbel et à ses lutteurs. Merci Georges Détié-Diop, il est 12h33. La presse de ce lundi 31 mai 2021, lui est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Les tournées économiques du président, tournées au relent politique. Voilà 3 jours déjà qu'il est lancé et le périple continue toujours. Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, partout, Macky mobilise et nargue les parleurs, lance Libération. Macky Sall plébiscité, écrit Le Soleil, agrémentant son titre du jour d'une photo pleine tribune où l'on voit Macky Sall debout dans son véhicule décapotable et saluant de la main une forte foule apparemment acquise. Et l'on retrouve la même photo dans toutes les parutions de ce jour. Hélas, n'hésite pas qui titre qu'avec ça Macky lance les locales avant même l'heure. J'aurai 100% ici, lance plein de confiance Macky Sall aux populations du Ndoukoumane. On ira aux élections avec les listes de Benno Bokk Yakaar. Aucun militant ne va partir aux élections avec une autre liste. L'avertissement vaut son pesant d'or, remarque d'emblée le journal L'Observateur. Mais ne fermons pas de sitôt le banc et pour cause. Le journal Enquête parle aussi de valse
de milliards. Accueilli à une grande pompe dans le Ndoukoumane, le président a multiplié les annonces, les projets à coût de milliards. À Kaffrine, entre 2017 et 2020, l'exécution financière a atteint 126 milliards de francs CFA. Macky Sall Dixit, interpellé à Koupentoum par une population assoiffée en colère, il a promis de l'eau. Le chef de l'État s'est rendu aussi au Dakar de Medina Gounass. Vox Populi en conclut que le président sème économie et veut récolter des votes. Il assume les dessous politiques de son déplacement. Selon le journal Le Quotidien, Macky Sall est en quête de santé électorale. Commentaire de Alham de Vox Populi. Voilà donc que la tournée qualifiée d'économique révèle ses vrais dessous. Son Excellence sillonne les régions en inaugurant le jour politique, la nuit et même le soir ou entre deux interventions. Sucré salé du quotidien fait la même observation. Macky sait mieux que quiconque qu'il n'échappe pas à la politisation de sa tournée économique et il l'a dit, sauf qu'il en a aussi besoin pour le rendez-vous du 23 janvier 2022. Il va poursuivre son périple dans le monde rural avec aussi des citoyens qui râlent. Râler, le mot est lâché, comme le relève d'ailleurs le journal Tribune. Macky Sall a vu rouge aussi au cours de sa tournée. Il a même essuyé des jeux de guerre. Autant dire que le confrère était scellé ce matin sur cette information qu'on ne trouve nulle part dans les autres parutions. L'Observateur en profite pour se pencher sur ce qui va arriver dans ces locales qui approchent à coup sûr la grande implosion des formations politiques et des coalitions de partis. Pourquoi? Parce que selon le journal Observateur, avec le scrutin direct qui va être introduit dans les élections, les populations sauront pour qui elles votent, mais cauchemar pour les politiques. Si les ambitions n'arrivent pas à être assouvies, il est clair que les politiques vont étaler leur frustration au sein des formations politiques. Et de 12 pour Boyguiné, l'as de l'évasion confirme son génie. Il s'est évadé du camp pénal hier, informe Vox Populi. L'administration pénitentiaire soupçonne une assistance, une enquête ouverte les matons de garde dans le collimateur. Question alors à 1000 balles, comment Boyguiné a-t-il fait pour se faire la belle? L'Observateur pense que le fugitif a pu bénéficier d'une complicité certaine actée depuis la prison ou à l'extérieur, puisque le célèbre prisonnier était logé dans le quartier de haute surveillance, en bunker, mais dépourvu de caméras de surveillance. Relate encore l'Observateur. Une dizaine d'éléments pénitentiaires en faction ce jour-là et le co-détenu de Boyguiné auditionné. La gendarmerie et la police lancent la traque. Dans le journal social, l'affaire du bac blanc à Rufisque portant sur la promotion de l'homosexualité, ça déballe grave, relève le confrère. Maïmouna Faye, professeur d'anglais en service au lycée moderne de Rufisque, affirme à la lecture de l'épreuve: j'ai aussitôt dit que ce genre de texte ne doit pas être soumis aux élèves et qu'il s'agit d'une véritable campagne de promotion de l'homosexualité. Un ancien professeur d'anglais qui connaît le conseil pédagogique itinérant, auteur du texte, il dit: je connais bien le professeur en question, il a été dans mon jury du BFM en 2014, qu'il commette une bévue de ce genre ne me surprend pas. Et puis sport pour boucler à la une du journal Record, Ligue des Champions, Chelsea sacré contre City 1-0, Mendy décroche le Graal et l'histoire. Le journal Stade Quotidien qui s'intéresse à la Ligue des Champions et à la victoire de Mendy dit que Mendy a réussi des records, 5 au total. Deuxième Sénégalais dans l'équipe type de l'UEFA, premier gardien africain vainqueur de la Ligue des Champions. Bientôt à la table de Diouf et Mané au sujet du Ballon d'Or. Saint-Roche, le confrère. Bon l'été à tous.